Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. On va commencer. Alors, un webinaire intéressant au sujet des réouvertures, réouverture des bars, des restaurants, des cinémas. J'espère que vous en avez profité. Et justement, chez Shopmium, on s'est posé des questions. On s'est demandé quel allait être l'impact de ces réouvertures sur les projets et les habitudes de consommation des Français. Alors, je suis moi-même Guillaume Durand, directeur de Shopmium France et Belgique, et j'aurai le plaisir d'être accompagné durant ce webinaire par François Baldo, qui est chef de groupe marketing chez Liebig, qui est donc évidemment une marque française centenaire, qui finalement a réussi à s'adapter à travers les âges, puisqu'aujourd'hui elle est leader sur son marché. Et donc, on verra à quel point François et la marque Liebig ont réussi à s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles habitudes de consommation, et finalement à traverser justement les âges. Alors, pour commencer, avant juste de rentrer dans l'étude, je vous propose, pour ceux qui ne connaîtraient pas Shopmium, de vous rappeler en quelques mots ce que c'est, puisque c'est une application qui rembourse les courses des Français, des Anglais, des Belges, plus de 6 millions de téléchargements aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Vous ouvrez l'application, vous découvrez des offres et des marques dès la page d'accueil, et en cliquant dessus, vous allez pouvoir bénéficier de promotions. Et ensuite, c'est très simple, il suffit d'acheter le produit en magasin ou en ligne, de prendre en photo son ticket de caisse, et ensuite vous êtes remboursé en 24 à 48 heures. Une autre force de Shopmium, c'est de donner des insights, de la data aux marques partenaires avec lesquelles on travaille. Et justement, c'est l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui. On réalise également des études assez régulièrement. La dernière en date de mi-juin. On a sondé notre audience pour leur poser des questions et on a eu le plaisir d'avoir plus de 1300 répondants, alors qu'ils sont représentatifs de l'audience Shopmium. On est sur une population femmes, plutôt des femmes entre 25 et 44 ans qui ont des enfants. Donc, finalement, on est en face de là où le responsable des achats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réalisé différentes études avec les mêmes questions tout au long de l'année. Entre les confinements, déconfinements, on s'y perd. Et justement, on va pouvoir comparer les résultats de ces réouvertures avec les périodes précédentes. Alors, sans plus tarder, commençons et regardons quels sont les nouveaux usages en termes de courses. Alors, on va tout de suite regarder en termes de vaccination, puisque ça reste évidemment un des éléments les plus intéressants pour commencer cette étude et regarder à quel point ça peut avoir un impact sur les réponses. Le fait est qu'aujourd'hui, on est plutôt bons élèves chez Shopmium. L'audience est vaccinée petit peu plus que les Français. On est à 56% de personnes qui ont reçu une première dose et de façon assez logique, vous le voyez à l'écran, plus les personnes sont âgées et plus elles sont vaccinées. Donc, on est bien dans la tendance classique. Ce qui est classique aussi, c'est la fréquentation en magasin, puisqu'on est toujours sur une fréquentation d'environ 2 visites par semaine en magasin, donc assez stable par rapport aux périodes de confinement. Ce qui évolue, en revanche, c'est le moment de la journée au cours duquel on va aller faire ses courses. Ce moment de la journée, il évolue puisque on va justement voir avec la fin du couvre-feu des consommateurs qui reviennent en magasin en fin de journée, en semaine. Vous le voyez, 32% qui déclarent le faire, là où il n'était que 19% en mars. Et donc finalement, la consommation et les courses dans les magasins, elle va se répartir sur ce trio gagnant qu'on voit plutôt le samedi, en semaine le matin ou en semaine fin de journée, qui est un peu la nouveauté avec la fin du couvre-feu. On a également des courses en ligne, évidemment, qui sont de plus en plus adoptées, on le sait. Ce qui est intéressant quand on demande à l'audience Shopmium, c'est qu'au cours des 7 derniers jours, on a un tiers de l'audience qui a réalisé des courses en ligne sur la semaine passée. Donc, on voit qu'on a un usage qui s'installe dans le temps. Et on voit que la population la plus sensible aux courses en ligne, ce sont les parents avec enfants, sans doute parce que ça facilite l'organisation, c'est assez logique. Et on observe d'ailleurs que parmi les parents avec enfants de moins de 12 ans, on est vraiment sur un usage pour 75% d'entre eux régulier. Ils ont vraiment l'habitude de réaliser des courses en ligne de façon très régulière. On peut toutefois envisager, étudier que les courses en ligne arrivent peut-être à un certain plafond. On a beaucoup parlé des courses en ligne comme un Eldorado. Finalement, les marques étaient de plus en plus présentes, il y avait de plus en plus de transactions. Il se trouve que pour la première fois, lors de cette étude de mi-juin, on a des sondés qui nous indiquent avoir moins souvent recours aux courses en ligne qu'ils ne le faisaient précédemment.
Et ça, c'est vraiment la première fois qu'on a ce type d'indicateur qui apparaît. Donc, vous voyez 17% d'entre eux qui déclarent avoir moins souvent recours aux courses en ligne. Donc, finalement, un signal peut-être qu'avec la réouverture des bars et des restaurants et des magasins, on a des consommateurs qui reviennent justement dans les magasins. Et sur les tranches d'âge que l'on observe, c'est assez intéressant de voir qu'on a justement certaines tranches d'âge qui semblent plutôt hermétiques aux courses en ligne. Alors, notamment chez les 16-24 ans, 1 sur 2 qui déclarent ne pas avoir recours aux courses en ligne, peut-être parce qu'ils ne sont pas complètement responsables des achats du foyer et lorsqu'ils font un achat en magasin, ils vont avoir envie d'instantanéité et justement pouvoir profiter du produit tout de suite. On a aussi chez les plus de 55 ans, évidemment peut-être lié à une barrière, à un accès à la technologie plus difficile, des consommateurs qui vont moins utiliser les courses en ligne. Pour autant, j'ai cru comprendre chez Liebig, François, que vous aviez observé des tendances intéressantes justement chez les plus âgés, chez les plus de 55 ans, sur les courses en ligne. Ouais, bonjour à tout le monde, désolé pour mon petit retard en problème technique. Et effectivement, sur les seniors, c'est un sujet qui est très intéressant parce que du coup, nous, sur la catégorie des soupes prêtes à consommer, les seniors sont assez représentés sur notre catégorie. Et lorsqu'on a eu notamment l'année dernière donc, toute cette période de confinement, l'évolution du paysage notamment de consommation avec notamment le e-commerce qui a explosé, on a vu les seniors venir assez massivement sur ce canal, donc de nouveaux acheteurs qui ont participé au recrutement sur la marque. Et on se rend compte dedans qu'il y a plusieurs tendances. D'un côté, il y a eu ceux qui ont eu la nécessité de le faire parce que du coup, les commerces étaient fermés, ceux qui se sont mis à essayer et qui ont adopté de nouvelles tendances. Et lorsqu'on fait un peu le bilan de cette période de recrutement, grosso modo, on a réussi à recruter 0,7 points sur cette période-là de pénétration. Et il y en a à peu près la moitié qui est restée sur le circuit, qui a continué à acheter la marque. Et le reste qui est finalement reparti sur les canaux historiques. Et en fait, on se rend compte que derrière ces seniors, il y a eu vraiment ce côté de nécessité. Donc, il y a une partie, bien entendu, qui est devenue adepte, qui a trouvé la praticité qu'ils venaient rechercher. Mais pour une autre partie des seniors, notamment, il manquait le contact humain. Et ça, on se rend compte que le point de vente est très important. Il permet de créer le lien. Pour certains de nos seniors, c'est le point quotidien ou même hebdomadaire de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir discuter. Et c'est un rendez-vous qu'ils ne veulent pas manquer et qui, du coup, leur a été un peu empêché dans les périodes où ils ne pouvaient pas venir. Mais en tout cas, ils plébiscitent davantage ce circuit-là. À côté des seniors, il y a aussi les familles. Et les familles qui étaient déjà assez au fait du canal Drive, qui, elles, par contre, sont nettement développées. Donc, c'était déjà d'un gros préempteur des ventes sur notre catégorie et de manière générale sur les commerces. Et eux sont nettement renforcés, puisque du coup, le fait qu'il y ait eu davantage de catégories, davantage de produits, que les magasins soient vraiment adaptés, a fait aussi qu'ils ont trouvé davantage d'offres pour correspondre à leurs besoins et donc, du coup, se sont fidélisés sur le circuit. D'accord. Hyper intéressant de voir finalement que même pour les populations qui sont peut-être les plus réfractaires aux courses en ligne, une fois qu'elles l'essayent, elles l'adoptent, même si évidemment le lien social reste important. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles, François, parce qu'on va y venir juste après, parler d'interaction sociale, à quel point les bars et les restaurants et leur réouverture ont impacté les habitudes d'achat. Mais avant ça, il s'agit justement de regarder un peu quelles sont les nouvelles habitudes de consommation au-delà de la fréquentation des magasins. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui n'a pas changé déjà, c'est quand même assez intéressant aussi de le constater. On avait observé avec les confinements successifs que les Français avaient de plus en plus anticipé leurs courses. Ils allaient dans les magasins presque en mode pilote automatique. Ils avaient leur liste de courses et ils voulaient y passer le moins de temps possible dans les magasins pour des raisons sanitaires. Et on observe finalement que malgré la réouverture et l'assouplissement des contraintes, on a des consommateurs qui déclarent à 81% que la fin des restrictions n'a pas d'impact sur leur niveau d'anticipation. Donc, ils continuent à beaucoup anticiper. La liste de courses reste toujours très utilisée et donc ça reste pour les marques difficile de rentrer dans cette liste et finalement d'influencer le consommateur. Et c'est un enjeu important puisqu'on le voyait dans les études précédentes, une fois qu'on rentre dans cette liste de courses, les intentions de réachat sont très fortes. Alors,
un bon élément pour pouvoir rentrer dans cette liste de courses et finalement donner envie aux consommateurs de tester ou d'acheter un produit, c'est évidemment la promotion. Pourquoi? Parce qu'un bon tiers des sondés ont été impactés malheureusement à la baisse par la pandémie. Leurs revenus ont été impactés à la baisse et donc ils sont plus à la recherche d'offres promotionnelles. On a 71% des sondés qui déclarent être un peu plus ou beaucoup plus à la recherche d'offres promotionnelles. Et donc forcément, ce type d'offre peut être un bon moyen pour justement être intégré dans la liste de courses pour une première fois et ensuite être réacheté. On a aussi les nouvelles habitudes autour du fait maison qui se confirment. C'est quelque chose qu'on avait observé pendant les confinements. On avait sans doute plus de temps et donc plus de volonté de cuisiner. Peut-être on va le voir après des enjeux autour du sain aussi, manger bien, manger mieux. Et ce qu'on observe ici sur une échelle de 1 à 10, où le 10 est je cuisine du 100% fait maison, on a une moyenne de 7,49 par les sondés, par les répondants. Donc on est encore très fort sur la volonté de cuisiner à la maison. Et c'est intéressant de noter qu'en avril, pendant qu'on était confinés, la moyenne était à 7,70. Donc finalement, malgré la réouverture des bars et des restaurants et le fait de se retrouver en extérieur aussi sans doute, eh bien, on continue à beaucoup plus manger des plats préparés soi-même plutôt que des plats préparés industriellement. Et c'est intéressant sans doute de relier ce phénomène-là à ce qu'on observe sur cette slide, puisque ce qu'on observe ici, c'est que vraiment, la crise sanitaire, elle a eu un impact sur les habitudes alimentaires. Les Français le confirment à 57% et ils indiquent être vraiment plus sensibles au fait d'acheter des produits qui sont locaux, au fait de manger plus sainement. Évidemment, un contexte de pandémie eh bien, nous influence dans ce sens-là et aussi dans le fait de limiter les emballages et donc de privilégier des produits éco-conçus. Et donc, ces éléments-là sont d'autant plus intéressants parce qu'ils vont influencer l'achat du consommateur lorsqu'il va choisir une marque ou un produit plutôt qu'un autre. Alors, c'est plutôt rassurant quand même, François, heureusement, parce que le goût reste le critère principal chez les consommateurs lorsqu'ils choisissent un produit. Mais on voit que le fait que le produit soit sain, que les ingrédients soient naturels ou qu'ils soient made in France, ça rentre vraiment dans la logique d'achat, presque une fois sur trois. Et c'est d'autant plus intéressant de constater que, en fonction de la tranche d'âge, en fonction du profil, eh bien, le consommateur va être plus ou moins influencé par ces différents arguments. Notamment, le fait que le produit soit local va être plus influençant, va être plus source d'influence pour les plus de 55 ans, là où l'aspect sain et bio, sans doute, eh bien, est plus impactant pour les moins de 34 ans. Donc là aussi, on voit que pour les stratégies de communication des marques, il faudra sans doute prendre des angles différents en fonction des cibles auxquelles on s'adresse. Alors, c'est évidemment des choses que les marques, les distributeurs commencent à faire, notamment sur le manger local. On voit évidemment les French Days dans lesquels on va avoir des repères pour les consommateurs qui vont retrouver des marques autour de ces French Days. Chez Shopmium, on réalise également des temps forts durant lesquels on propose à des marques cohérentes de prendre la parole. Et donc là, on a réalisé récemment un temps fort bon et sain dans lequel on retrouvait justement des produits made in France dans lesquels Liebig a participé. Et on voit que ça a un vrai impact sur les ventes. François, tu pourras le commenter, mais c'est vrai qu'on voit que ça a permis d'attirer des nouveaux consommateurs. Et surtout, parmi les consommateurs de cette offre, eh bien, on en avait presque la moitié qui déclaraient qu'ils avaient acheté le produit parce que justement, les légumes étaient 100% français et qu'on était sur un achat justement made in France. Donc ça fonctionne auprès des consommateurs. Et justement, je crois que c'était un enjeu important chez vous, Liebig, François, puisque justement, vous vous êtes adapté, vous avez transformé la marque pour pouvoir vous adapter à ces nouveaux enjeux autour du local et du sain, finalement. Ouais, complètement. En fait, cette tendance que l'on voit du sein, du local, elle ne date pas du confinement, elle est bien plus ancienne qu'avant, enfin, que cette période-là. Par contre, ça a eu un effet booster, le fait que du coup les comportements aient changé, que l'offre aussi s'est adaptée par rapport à ce qui est en magasin et les préoccupations des Français. On a vu un effet vraiment accélérateur sur cette tendance-là, mais c'est quelque chose qui est assez historique. Et en fait, il faut reprendre un peu dans le rétroviseur de tout ce qui s'est passé sur quasiment une décennie sur l'agroalimentaire mais en général, où il y a eu pas mal de défiance des produits agroalimentaires, avec quelques scandales, avec des doutes aussi, des leaders d'opinion qui ont aussi commencé à soulever des questions sur l'alimentation. Et donc, tous les produits industriels, on l'ont pris de plein fouet. Et la soupe prête à consommer, on a l'exemple.
en 10 ans, on avait perdu quasiment 10 points de pénétration. Donc une érosion assez massive par rapport à cette défiance, mais aussi, il faut le voir, en France, un mouvement où les Français ont été aussi exposés d'un point de vue médiatique sur du contenu autour de la cuisine. On a vu l'explosion des émissions de cuisine type Top Chef et ainsi de suite, qui ont aussi redonné le goût aux Français de pouvoir cuisiner. De l'autre côté, il y a aussi un accès aux produits électroménagers, les robots cuisine qui s'est démocratisé. Aujourd'hui, on en trouve en marque distributeur. Et donc, ça a permis aussi aux Français de pouvoir se redonner à la cuisine. Et comme tu le disais très justement, pour la première fois depuis quasiment 6 ans, le temps passé en cuisine a augmenté. On était en 2020 à quasiment 23 minutes, alors qu'on était à peu près à 21 minutes et demie en 2019. Et on est monté jusqu'à 24 minutes au moment du confinement, dans les pics de confinement. Donc, effectivement, les Français sont redonnés à la cuisine. Et donc, cette évolution a fait amener à penser différemment. Et donc, nous, on s'est attaqué aux préoccupations de nos foyers qu'on a perdus. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'en grosso modo, s'ils quittaient la catégorie, c'est que d'un côté, ils avaient des doutes sur la composition des produits. De l'autre côté, l'origine des légumes était aussi une problématique sur laquelle ils commençaient aussi à réfléchir. Et que finalement, en faisant eux-mêmes, ils étaient plus sûrs de pouvoir avoir ce qu'ils veulent dans leur assiette. Donc, comment nous, on a adressé cette stratégie? On a fait ça en 4 points. Le premier, on a revu complètement la composition de nos produits pour, simplifier les ingrédients, les rendre plus consensuels et surtout à base d'ingrédients naturels, car il nous était reproché cette opacité. Et un très juste point que tu viens de citer juste avant, c'était particulièrement vrai chez les plus jeunes, notamment les familles qui, elle, en fait, est beaucoup plus au fait de ce qu'il se passe sur les produits alimentaires, parce qu'elle utilise des applications nutritionnelles type Yuka, elle se renseigne, elle est beaucoup plus au fait, et c'est déjà un point très important. Et donc, du coup, on va les adresser de cette manière-là. Ensuite, il a fallu, deuxième étape, s'élargir sur les nouvelles tendances, donc le bio, qui est aujourd'hui assez présent, mais qui était absent sur la catégorie pour nous. Donc, on s'est lancé dessus il y a à peu près 3 ans, et maintenant, on est aujourd'hui leader du bio sur la soupe prête à consommer, donc qui répond à une tendance. Et le deuxième, c'était un besoin d'ancrage plus local. Alors, par local, c'est assez complexe, assez vaste, ce que l'on entend, puisque Liebig est une marque qui est cuisinée en France depuis plus de 60 ans, dans notre atelier à côté d'Avignon. Mais ce que les Français voulaient, c'était l'origine des ingrédients. C'est vraiment sur cette spécificité-là où il y a eu une attente, ce qui nous a amené à revoir aussi un sourcing différent, particulier, puisqu'on ne trouve pas forcément tous les légumes en France, toutes les saisons. Donc, on a aussi dû s'adapter en créant des filières pour pouvoir proposer une gamme 100% légumes français qu'on a lancée du coup en 2018 et qui aujourd'hui tire la croissance de la catégorie avec le bio et qui montre bien qu'il y a une attente des Français là-dessus. Et comme tu le disais, on a vu le même constat. C'était particulièrement vrai auprès d'un public senior qu'on explique aussi parce que c'est le public qui a la connaissance et la proximité avec les marchés, où ils viennent souvent, et c'est un peu dans leur culture, c'est un peu l'historique qu'ils ont aussi, et qui sont assez attentifs du coup à la provenance des ingrédients. Et aujourd'hui, quand on regarde dans nos baromètres, la préoccupation de l'origine des ingrédients, c'est un indice 200 sur les plus de 50 ans. Donc effectivement, c'est une des préoccupations qu'ils ont. Une fois qu'on a fait cette étape de transformation, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est le faire savoir, puisque du coup, tout ça, c'est bien, mais si personne ne le sait, ça ne peut pas beaucoup marcher. Donc, on a aussi repensé la manière de communiquer auprès des Français avec un discours plus de transparence, avec une première plateforme qui s'appelait Merci d'avoir fait grandir nos soupes, où on assumait publiquement la critique. Alors, à chaque fois, quand je le dis, ça paraît un peu fou pour une marque agroalimentaire de se taper dessus pour pouvoir vendre, mais c'est ce qu'on a essayé de faire et qui a bien fonctionné. Les Français ont apprécié du coup cette transparence, leur a donné envie d'essayer pour la première fois ou redécouvrir nos produits, et ça a plutôt bien fonctionné. Mais ce n'était pas suffisant, puisque du coup, le français reste très critique, puisque du coup, nous ne sommes pas la seule marque à aussi avoir voulu changer. Il y a besoin de raison, de croire dans ce qu'on peut faire, de crédibilité. Et c'est ce qui nous a amené ensuite à faire évoluer notre plateforme vers une nouvelle plateforme, une nouvelle signature qu'on a lancée en janvier, qui s'appelle le goût de la confiance, où on s'est intéressé aux questions de manière générale que les Français se posent sur l'alimentation et pas finalement que sur la soupe prête à consommer, pour justement leur dire que dans les produits Liebig, ils trouvent les réponses à leurs questions.
donc que ce soit sur l'origine des ingrédients, que ce soit sur la composition des produits, pour les amener du coup à avoir confiance dans nos produits. Et c'est quelque chose qui fonctionne lorsqu'on regarde, nous, dans le rétroviseur. On a Justement, quasiment… on a la vidéo, François. Moi, ce Ah, que bah je propose, parfait. on la regarde parce que justement, comme tu disais, j'étais moi-même en tant que consommateur assez impressionné. Alors déjà par la première plateforme de marque, comme tu le disais, de voir qu'une marque assumait finalement les retours de ses consommateurs et finalement avait une démarche sincère à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on mémorise vraiment. Et la deuxième plateforme de marque est plutôt dans l'air du temps. Donc regardons-la et j'aurai quelques questions pour toi justement à ce sujet-là juste après. Excusez-moi, Bonjour madame. c'est de saison ça? Ah mais de quelle saison vous parlez? Hein? Courgettes d'Espagne? Tu crois qu'elles ont fait bon voyage? Hola, ¿qué tal? Se poser des questions sur ce que l'on mange, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux. Si les soupes Liebig sont si savoureuses et que vous pouvez les déguster les yeux fermés, c'est parce qu'elles sont cuisinées avec 100% de bons légumes français, récoltés à maturité auprès de nos agriculteurs partenaires. Liebig, découvrez le goût de la confiance. Donc voilà, on voit là, cette plateforme de marque qui est là aussi très explicite, hein, je pense, donc assez intéressant. Tu disais, François, que vous avez observé des résultats suite à cette nouvelle plateforme de marque là aussi. Complètement. En fait, les deux ont fonctionné et ont été assez complémentaires. Aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit qu'elle a réussi à faire bouger l'equity de la marque. Donc, du coup, on le mesure donc, par des baromètres, notamment nous, on travaille là-dessus avec Kantar, dans un modèle qui s'appelle le CMM. Et on a gagné quasiment plus de 6 points d'equity sur la campagne, ce qui est assez important. Et surtout, ça nous a permis de recruter assez massivement. On a recruté quasiment juste sur la saison, si j'enlève juste la partie qui est liée aussi un peu au confinement et à tout ce qu'on a pu découvrir pendant l'année dernière, plus de 460 000 nouveaux foyers qu'on a recrutés juste sur la saison sans effet de confinement. Et lorsqu'on regarde ce qui est très intéressant au sein de ces personnes recrutées, la perception qu'ils ont de la marque, on a progressé sur tous les items d'image et notamment un qui est très important sur notre catégorie qui est la confiance. Et si je prends cet exemple-là, on a gagné 17 points sur une marque qui inspire confiance sur les personnes qui ont été recrutées. Et lorsqu'on fait le lien, c'est cette plateforme de communication. Alors, ce n'est pas qu'une pub télé, bien entendu, c'est toute une plateforme omnicanale qu'on a appliquée et également sur Shopmium qui en était le reflet puisque du coup, l'important est d'avoir une approche personnalisée auprès de chacun des types de clientèle qu'on a à cibler et en fonction de ses besoins. Donc, typiquement, comme tu le disais, on a ciblé les familles de manière différente des seniors pour vraiment correspondre à leurs attentes. Eh bien, hyper intéressant. Et moi, je retiens vraiment que vous avez fait d'un challenge finalement, hein, d'une difficulté, vous voyez, d'une défiance des consommateurs, eh bien, une force pour retrouver le leadership. Et on a tendance à oublier, effectivement, on voit que souvent, en tant que consommateur, la partie émergée, la communication. Mais avant la communication, il y a ce que tu nous expliquais en résumé, c'est d'une part aller creuser les raisons du non-réachat, hein, et de la perte de légitimité auprès des consommateurs. Il faut assumer ces feedbacks-là aussi. Et ensuite, il y a quand même une dimension industrielle. Il faut quand même aussi être en capacité de revoir sa chaîne de production pour que la communication, le faire savoir, soit légitime. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et cette légitimité, c'est un enjeu qu'on retrouve dans le grand chapitre suivant de notre étude autour de la solidarité. On va le voir, évidemment, la solidarité, ça vient de quelque chose d'assez profond, évidemment, et c'est un enjeu qui se développe beaucoup aussi au cours de cette étude. On le voit, alors c'est plutôt positif, on a quand même des Français qui ont majoritairement, en tout cas un Français sur deux, participé à des actions solidaires au cours des 12 derniers mois. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on leur demande s'ils ont plus participé à des actions solidaires depuis le début de la pandémie, un tiers d'entre eux nous disent que oui, un peu plus ou beaucoup plus. Donc on a vraiment dans la continuité de la prise de conscience du manger mieux, il y a aussi bien, cette volonté d'être plus solidaire. Et c'est d'autant plus important pour les marques, c'est intéressant de le voir. On a ici 41% des sondés qui déclarent que avoir une offre solidaire de la part d'une marque, eh bien, ça les incite à choisir cette marque plutôt qu'une autre. Donc, c'est quand même un levier assez intéressant pour ramener des consommateurs vers une marque. Et on le voit, c'est d'autant plus tangible chez Shopmium, par exemple, où là, on va avoir carrément 60% des répondants qui déclarent que avoir accès à une offre solidaire, eh bien, ça les pousserait à acheter un produit qu'ils ne connaissent pas.
Donc là, c'est très fort. On est même sur des items qui permettent d'aller générer de la notoriété et de l'achat pour la première fois, donc rentrer dans cette liste de courses, ce qu'on sait qui est vraiment difficile. Et donc, évidemment, il faut bien le faire, mais on a ici un levier intéressant pour aller générer de la consommation. On voit que des marques prennent le pas, évidemment, de façon de plus en plus tangible. C'est intéressant de regarder, par exemple, l'exemple de gauche avec C'est qui le patron, qui est une coopérative solidaire, finalement, qui permet aux consommateurs, la marque appartient finalement au consommateur, le consommateur va pouvoir voter pour les innovations produits, pour le packaging, etc. Et la promesse, c'est quand même de protéger les producteurs. Alors, il y a 2 enjeux intéressants. La rémunération va être stable, par exemple, pour les producteurs, et puis elle doit être au juste prix. Et c'est pour ça que les consommateurs vont acheter cette marque plutôt qu'une autre. On a aussi dans un autre domaine Lutti, par exemple, qui proposait, et là c'est plus original, avec Phoenix, de venir carrément acheter en ligne et collecter à l'usine directement les produits pour éviter du gaspillage. Donc là, on se rapproche finalement de la source du producteur et on est vraiment dans la proximité entre la marque et son consommateur, ce qui n'est pas forcément évident quand on sait évidemment dans la distribution qu'on a justement des intermédiaires assez important avec les distributeurs. Et donc, on arrive avec la solidarité à retrouver cet enjeu finalement de proximité. Alors, c'est des choses qu'on a observées chez Shopmium aussi, d'une part parce qu'on souhaitait le faire, mais aussi parce que les marques nous l'ont demandé. Et donc, c'est intéressant de voir que les marques sont demandeuses. On va y revenir. Donc, Liebig, évidemment, avec l'opération Une soupe achetée, une soupe offerte au Restaurant du Cœur. On a Vania qui l'a réalisé aussi avec des serviettes hygiéniques distribuées au Secours populaire. Et puis, lors de la vague autour des soignants qu'on acclamait, et j'espère qu'on va continuer à le faire, on offrait une boisson aux soignants pour une boisson achetée. Et on le voit à la droite sur le chiffre, c'est assez intéressant. 87% des personnes qui ont acheté ces offres-là l'ont fait pour justement avoir cette action solidaire, cet impact, ce don à cette association. Donc, il y a vraiment un impact pour les marques en termes d'achat. Et finalement, on peut se demander si à terme, les offres promotionnelles, les offres sur le prix ne vont pas être remplacées par des offres solidaires parce qu'on voit que ça fonctionne. Ici, on a le cas de Liebig où effectivement, les intentions de réachat après avoir acheté le produit suite à cette offre solidaire étaient très fortes. Presque tous les consommateurs avaient envie de réacheter le produit. Donc, il y a un enjeu de préférence de marque. Et encore plus intéressant, un consommateur sur 2 ont acheté le produit grâce à cette offre alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire initialement. Donc, ce chiffre de 48% de gain à la catégorie est assez intéressant. Toutefois, de ce que je comprends, pour que ça fonctionne, il faut quand même que la démarche soit solidaire. On a beaucoup parlé d'impact, de performance, mais ça ne marchera pas, si je comprends bien, et je l'espère, si la démarche n'est pas solidaire. Et justement, je trouve que ce serait intéressant, François, que tu nous en dises un petit peu plus sur la genèse de ce projet chez Liebig avec les Restaurants du Cœur. Pourquoi les Restaurants du Cœur? Pourquoi est-ce que ça faisait sens? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Et est-ce qu'il y avait justement cette légitimité derrière? Bien sûr. Alors, il faut rappeler que déjà, que les Restos du Cœur, nous, on a un engagement qui date depuis plus de 3 ans. Donc, ce n'est pas lié que à l'année dernière. Et en fait, l'histoire, elle s'est faite par une sollicitation des Restos du Cœur, puisqu'en fait, la soupe est un des produits qui le donne le plus à leurs bénéficiaires, puisque c'est le moyen pour eux de garantir que leurs bénéficiaires puissent manger des légumes de manière gourmande et se faire plaisir avec en plus un enjeu économique derrière, puisque du coup, on est sur une portion, un repas qui coûte moins cher que d'autres types de repas. Donc, ils donnaient historiquement de la soupe. Donc, ils nous sont venus nous voir pour nous dire, bah, voilà, on en donne, on serait intéressé aussi pour pouvoir faire un partenariat avec vous. Et nous, on a sauté sur l'opportunité parce que ça fait partie de notre ADN de pouvoir être justement dans cet élément de générosité. Ce n'est pas pour rien que notre logo est un cœur. Et aussi qu'on a retrouvé beaucoup de proximité, puisque du coup, finalement, dans nos missions, on était très proches. Et donc, du coup, on aide les Restos du Cœur depuis maintenant 3 ans avec ce programme. Et en plus des dons sur lesquels on ne communique pas forcément, mais chaque année, on donne plusieurs centaines de milliers de litres de soupe. Depuis le début de notre partenariat, c'est quasiment 350 000 litres de soupe qui ont été donnés à l'association. Et donc, c'est quelque chose que l'on réédite à chaque hiver. Et ce que tu disais, Guillaume, est très vrai. Il y a une attente des consommateurs derrière aussi. C'est aussi une de mes convictions personnelles qu'on a un rôle en tant qu'industriel de changer aussi la manière de, je dirais, faire de la promotion, même si ce n'est pas vraiment la promotion, mais de pouvoir trouver un nouveau modèle économique. Aujourd'hui, il y a plus de 51% des Français qui disent
préférer des marques qui s'engagent, quel que soit le type d'engagement. Et pour que l'engagement soit crédible, il faut effectivement qu'il y ait un lien avec l'histoire, il faut qu'on ait un lien avec le produit qu'on veut mettre en avant, il faut qu'il y ait un lien avec les missions de l'association et qu'on ait vraiment une histoire à créer. Et lorsque cette histoire elle est crédible, le consommateur est prêt aussi à faire confiance. L'exemple d'un produit acheté et une soupe offerte pour les Restos du Cœur en est l'exemple. Ce que vous dites là sur l'application Shopium qui a très bien fonctionné effectivement et qui était très nouveau, qui n'était pas forcément quelque chose sur lequel vos utilisateurs étaient aguerris. On constate la même chose en magasin. En moyenne, lorsqu'on fait à ISO au périmètre une opération solidaire, c'est en moyenne 12% de ventes de plus sur la partie lorsqu'on fait une activation avec l'Assaut du Cœur. Et il y a un cercle vertueux qui se met en place, puisque du coup, la marque vend, donc le distributeur aussi est content, puisqu'il fait le plif sur son volume, et c'est à la base aussi un moment du commerce. Mais in fine, ça donne de l'argent ou des dons de produits à une association, donc il y en a un besoin. Et on crée comme si on se décomplexifie un peu de ce côté greenwashing, qu'on peut avoir peur, le côté un peu d'utilisation ou de prendre à ses propos du coup l'émission de l'association. On crée un cercle vertueux où finalement tout le monde est gagnant et on crée de la valeur pour tout le monde. Et ça, c'est un point qui est très important. Et notamment, j'ai la conviction, moi, personnelle, que demain, pour aller plus loin dans la promotion, il va falloir sortir de cette économie du prix où on joue sur des prix, en plus maintenant avec la loi Egalim, assez limités dans notre capacité à nous différencier. Et que finalement, en changeant de la promo pour la promo solidaire, ça peut fonctionner en générant toujours autant de volume, voire plus, et en même temps en travaillant l'image de la marque, en ne faisant pas les rapports de prix et en créant de la valeur sur le marché pour la marque et finalement pour aussi un partenaire, une association. J'ai par exemple l'exemple, moi, de mon passé, d'opérations comme celle-ci qui ont été fondées sur la marque Capri Sun, notamment avec l'association SOS Village d'Enfants, où du coup, en recyclant des gros tracts de temps forts promotionnels, on a joué des promos solidaires, sans réduction de prix, juste avec un don associatif. Et on avait constaté des ventes de plus de 14% par rapport à des tracts promo classiques, et qui montraient bien l'engagement des consommateurs et un peu plus que ça, l'engagement des enseignes. Derrière, il y a aussi les magasins qui se prennent au jeu. Donc, ça crée vraiment un cercle vertueux à tous les niveaux et je pense que c'est quelque chose qui, demain, fera encore plus de sens, si tant est bien sûr qu'on ait une histoire à raconter avec l'association qu'on soutient. Et justement, ça semble être un peu la recette miracle, si je puis dire. Justement, c'est vertueux, donc tout le monde est gagnant, y compris le consommateur et puis les associations, et c'est important. Pourquoi on ne voit pas plus ce type d'action finalement sur le marché aujourd'hui si c'est si vertueux pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Déjà, il faut voir qu'il faut une association qui soit prête à assumer ce positionnement public et de pouvoir aussi jouer en promotion. Toutes les associations ne sont pas forcément sur ce credo-là et du coup, il y a aussi une certaine maturité qu'il faut chez le partenaire. Ensuite, c'est un rôle de pédagogie, d'éducation aussi auprès de nos partenaires distributeurs. On est aujourd'hui dans un climat où on se dit qu'on est plutôt proche d'une crise économique, ou du coup avec un pouvoir d'achat qui est en diminution, et du coup, le refuge, c'est le prix, c'est jouer sur le prix. Et se dire que demain, on est capable de créer de la valeur sans jouer au prix, mais en étant vraiment sur une démarche solidaire, ce n'est pas encore si évident que ça à faire passer. Et il va falloir progressivement, on y arrive. En tout cas, on le voit de plus en plus et ça fonctionne. Mais c'est un pari que les industriels et les distributeurs doivent prendre. Et les quelques exemples, en tout cas, que j'ai pu mener à bien, montrent que c'est plutôt un cercle vertueux. Et en tout cas, on peut créer de la valeur avec ce type d'approche. Ok, ben, un cercle vertueux, moi je retiendrai si tant est que on arrive à avoir cet enjeu de confiance avec le consommateur de par la cohérence et la crédibilité. Donc important, merci de nous partager les recettes du succès, François. Et justement, alors on a beaucoup parlé des nouvelles habitudes de consommation. Il est temps de parler un petit peu des interactions sociales, hein. C'était quand même aussi l'enjeu des réouvertures. On a pu retrouver nos proches et se retrouver dans des lieux autres que le bureau ou le domicile. Mais pourtant, quand on pose la question justement aux consommateurs français, dans quel lieu ils vont privilégier les rencontres avec leurs proches, donc je le rappelle, le sondage était mi-juin, eh bien, assez paradoxalement, les Français restent assez prudents et ils nous indiquent qu'ils vont majoritairement se retrouver avec leurs proches à domicile. Donc finalement, rien d'extravagant.
si ce n'est que pour les plus chanceux qui ont une terrasse ou un jardin, ils vont quand même privilégier l'extérieur, mais l'extérieur à domicile. Donc ça, quand même un élément assez intéressant, assez surprenant, et qui va influencer aussi les courses de nos chers consommateurs français. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils prévoient beaucoup plus quand même d'animer leurs rencontres avec leurs proches en faisant des courses, avec de la nourriture et des boissons. On le voit, en avril, on avait seulement 28% des répondants qui prévoyaient d'acheter des produits pour animer leurs rencontres. En juin, là, c'est 72%. Donc, vraiment, on veut animer nos apéros, nos barbecues. Et justement, les types de produits qui vont être achetés, eh bien, ce sont principalement des produits de snacking, donc des encas salés, des boissons non alcoolisées et des fruits et légumes. Les autres produits ne sont pas en reste, évidemment, mais on voit que sans doute les marques vont devoir inspirer un petit peu plus les consommateurs français pour pouvoir les encourager à remettre ces produits comme l'alcool ou les encas sucrés dans la liste de courses. Et puis, ce qui concerne les bars et les restaurants, alors notamment pour les Parisiens, on voit dans les grandes villes les terrasses assez remplies, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, quand on sonde les Français, on s'aperçoit que finalement, il y a quand même un tiers d'entre eux, à mi-juin, donc un mois après la réouverture, qui n'étaient pas encore allés dans les bars et restaurants, et un Français sur 5 qui déclare vouloir attendre que la situation évolue ou attendre de voir comment la situation évolue pour retourner dans les bars et les restaurants. Donc, on est quand même sur finalement un retour assez mesuré. On a même une grosse partie, 31%, un tiers, qui déclarent qu'ils vont aller moins souvent à l'avenir dans les bars et les restaurants qu'avant le début de la pandémie. Là aussi, pour différentes raisons. Il y a un enjeu économique, on l'a vu, un tiers des consommateurs qui ont vu leurs revenus baisser. Et puis, on a aussi évidemment l'impact sanitaire. Et puis, on s'est rendu compte sans doute aussi qu'on pouvait s'amuser, passer du bon temps à la maison aussi. Alors, il faut mesurer évidemment que sur des populations plus jeunes, les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Sur les moins de 35 ans, c'est un jeune sur deux qui est allé déjà dans les bars et les restaurants. Donc là aussi, probablement une différence dans les typologies de population à avoir en tête. Ce qui est assez évident, c'est la fréquentation qui est prévue par les consommateurs. On observe une fréquentation prévue entre 1 à 2 fois par mois. Donc, on reste encore une fois sur quelque chose d'assez mesuré. Et sur les raisons qui vont pousser les consommateurs à aller dans les bars et les restaurants, vous le voyez à droite, ça va être principalement pour passer un bon moment avec ses proches. Ça va être pour sortir de chez soi. C'est vrai qu'on en a besoin. Je pense qu'on connaît bien les 4 murs de son salon désormais. Et puis, soutenir aussi les restaurateurs. Donc, on retrouve cette dimension solidaire qui est là aussi intéressante et qui est en cohérence avec ce qu'on a dit précédemment. Alors, comment on fait pour, au-delà de ça, continuer à encourager les consommateurs à revenir en restaurant et dans les bars? Et surtout, lorsqu'ils ont décidé de le faire, comment on les influence, comment on les encourage à choisir une enseigne plutôt qu'une autre? On voit ici aussi que la promotion reste un enjeu assez intéressant pour y arriver. 78% d'entre eux déclarent que recevoir des offres promotionnelles pour certains bars ou certains restaurants, certaines chaînes, ça les incitera à choisir un lieu plutôt qu'un autre. Et c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on avait réalisé chez Shopmium avec Carte d'Or, par exemple, qui voulait mettre en avant ses produits dans l'enseigne Buffalo Grill. Et c'est vrai que lorsque vous allez dans le restaurant, vous ne savez pas forcément quelle est la marque de glace ou le café que vous consommez. Donc, il y avait cet enjeu de notoriété et puis, évidemment, de faire venir dans les enseignes. Et donc là, on le voit, la promotion avec parfois du 100% remboursé, évidemment, est fortement incitative et fonctionne bien. Et on l'a vu, derrière, il y a des intentions de réachat qui sont fortes. Alors, on a beaucoup parlé des interactions pour le loisir. Il faut aussi retourner au bureau, c'est important. Et on a 35% des sondés qui déclarent qu'ils vont justement, ils prévoient de se déplacer davantage pour revenir au travail. Donc, il faut l'avoir en tête, ça va avoir un impact sur la consommation. Et assez intéressant de noter que justement sur le retour au bureau, pour ceux qui prévoient d'y revenir, il y a quand même une large majorité, enfin une grosse partie, presque un sondé sur deux, qui prévoit de revenir en full office, donc full travail au bureau, 5 jours sur 5. Et puis ensuite, on est assez mesuré, même s'il y a quand même une partie importante de personnes qui vont rester sur du full télétravail. Et donc ça, forcément, ça va avoir un impact sur la consommation. Lorsqu'on va au bureau, on s'est posé la question et on a posé la question aux sondés de savoir ce qu'ils allaient manger et quelles courses ils allaient réaliser.
Et finalement, alors là, pour le coup, c'est vraiment marqué. On a une très, très large majorité des consommateurs qui vont rapporter un repas préparé chez eux, donc assez cohérent avec ce qu'on a vu précédemment sur le fait qu'on réalise plus de plats préparés à la maison, hein, et qu'on est peut-être plus sensible au fait maison. Et finalement, le manger dans un café, au restaurant, à la cantine, ou aller chercher un repas rapide, hein, à la boulangerie, un sandwich, assez peu plébiscité. Donc ça, c'est sans doute une nouvelle tendance assez forte. Et je serais curieux de savoir, chez Liebig, François, comment vous vous y adaptez, parce que voilà, le fait de préparer son repas à la maison, ça a forcément un impact pour des produits déjà faits, déjà préparés. Alors, c'est indéniable, hein, c'est une tendance de fond qui existait et nous, on voit à peu près la même chose, même résultat sur d'autres études. C'est effectivement une tendance de fond. En fait, il faut prendre un peu de hauteur là-dessus et voir tout ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Comme je l'ai dit, les Français ont dû, à un moment donné, une nécessité de faire manger chez eux pour nourrir une famille plus nombreuse au domicile, sur plus d'occasions de repas. Et à un moment donné, sous cette contrainte, ils se sont aussi équipés. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les robots ménagers, robots mixeurs, ont progressé de près de 13% l'année dernière. Et donc, du coup, il faut aussi qu'ils utilisent ces ustensiles qu'ils viennent d'acquérir. Et on a vu une évolution assez intéressante entre les motivations entre le premier et le deuxième confinement, par exemple, d'une notion de un peu sort subi au premier confinement, je dois le faire, je dois faire manger, et une notion de plaisir qui s'est installée ensuite, et ce qui explique aussi que le temps a encore augmenté entre le deuxième confinement et le premier confinement, qui était pourtant moins sévère, moins strict que le premier. Donc, il y a ce côté-là. Et ce qui est très intéressant, et ce qui fait un peu écho aux différents chiffres qu'on vient de voir, on s'est aussi aperçu qu'entre les deux confinements, lorsqu'il y a eu à un moment cette période un peu plus ouverte, où les restaurants étaient ouverts, on pouvait encore ressortir, on a vu quand même progresser par rapport à l'année 2019 de près de 5% les occasions à la maison. Donc vraiment des gens qui ont choisi de ne pas aller à l'extérieur, qui ont remis vraiment leurs habitudes chez eux. Et notamment, on le voit au moment du déjeuner, qui est la première des progressions et qui rejoint un peu ce côté-là. Et ce qui nous amène à un autre constat, c'est que finalement, il y a une dualité entre la semaine et le week-end. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de Français en fait, qui maintenant préparent à l'avance du batch cooking, qui font du coup notamment le dimanche, qui préparent à manger pour la semaine, et en fait qui s'accordent le week-end pour prendre des produits autres que ceux qu'ils ont fait eux-mêmes. Et finalement, c'est là où nous, on a un rôle à pouvoir jouer, puisque je pense que l'avenir aussi pour nos marques, c'est de bien comprendre que les Français ont envie de cuisiner et de ne pas aller à l'encontre. La question n'est pas de les culpabiliser de faire à manger eux-mêmes, mais plutôt de leur proposer des solutions quand ils n'ont pas le temps. Parce qu'il y aura toujours un moment où ils n'ont pas le temps. Et du coup, nous, notre stratégie, c'est de pouvoir leur proposer des repas sains, pratiques et gourmands à moindre coût avec du coup des soupes de légumes qui aujourd'hui est un des plats préférés des Français, hein, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais 95% des Français consomment de la soupe. Et d'ailleurs, on s'est aussi rendu compte que pendant le deuxième confinement, c'était le septième plat préparé par les Français qui est passé au rang numéro 4. Et donc, du coup, à une vraie progression, parce que du coup, c'est des choses que les Français plébiscitent. Donc, du coup, nous avons un rôle à jouer. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'est-ce que l'on met derrière le mot cuisine, ce qui est aussi une évolution. Il y a aussi une question d'appel à la créativité. Les Français ont aussi l'impression de cuisiner en pouvant twister des repas qu'ils prennent de manière générale, et notamment aussi des produits pratiques comme les nôtres. Et on s'est rendu compte que, par exemple, les Français ont nettement progressé sur la soupe prête à consommer dans le twist des recettes en utilisant, par exemple, des herbes, des épices. C'est par exemple une pratique qui a gagné 4 points en usage sur notre catégorie. Et finalement, ils y retrouvent un équilibre entre des produits qui leur plaisent, la manière de mettre sa petite touche personnelle et finalement faire de la cuisine. Et c'est quelque chose qui leur suffit pour une grande partie aujourd'hui, puisque le dernier point qu'on a pu observer, c'est que finalement, après un an de confinement, un an de repas à faire à la maison, ils arrivent un petit peu aussi au bout des idées de créativité pour genre, changer du quotidien. Et beaucoup de Français remontent qu'ils retournent dans quelques recettes. Et finalement, notre catégorie a cet avantage de proposer beaucoup de recettes, donc beaucoup sont difficiles à faire soi-même, et de faire varier les plaisirs. Et du coup, c'est là où aussi on a une stratégie par l'offre pour se développer, pour toujours séduire de plus en plus de Français maintenant.
Eh ben, merci de nous donner l'eau à la bouche, François. Tu nous inspires pour le repas de ce midi. Et j'espère que tu parlais d'une dimension plaisir lorsqu'on fait la cuisine. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ces insights en notre compagnie. Justement, en résumé, les insights étaient nombreux, si on essaye de retenir quelques-uns les plus saillants, ce qu'on observe avec la réouverture des bars, des restaurants lors de notre étude mi-juin, c'est que finalement, les Français se réapproprient leur agenda. Avec la fin du couvre-feu, ils retournent dans les magasins faire leurs courses en semaine, en fin de journée. Ce qui ne change pas et ce qui s'accentue, c'est la nécessité, la volonté de manger mieux, plus sain, plus local. Il y a une attention particulière qui est faite auprès des marques qui ont des actions solidaires et ça peut être vraiment un moyen de faire découvrir une marque, un produit aux consommateurs, si tant est que la démarche est légitime, crédible. Ça, c'est important. Et puis, la consommation extérieure, elle va rester prudente. Elle sera sans doute principalement à domicile et plus mesurée dans les bars et les restaurants. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent avec ce qu'on voit pour les projets pour l'été. À noter que les Français prévoient très majoritairement de rester en France pour leur projet d'été et d'aller dans des campings ou dans des locations de vacances. Donc voilà, finalement, assez raisonnable. C'était les insights principaux qu'on voulait vous partager. Merci à tous pour votre attention. Merci François d'avoir contribué. On va peut-être regarder s'il y a quelques questions. Sachez que le webinaire a été enregistré, donc un replay vous sera proposé dans les prochains jours. Donc soyez attentifs sur les réseaux Shopmium. Et puis Chantal, peut-être, donc merci à toi qui nous a aidé à préparer ce webinaire avec Lucie. N'hésite pas à nous dire si tu vois quelques questions intéressantes. Alors, oui, alors je vois une question donc, autour des vaccins. Alors, juste pour rappel, Guillaume présentait au tout début du webinaire qu'on avait 56% de nos répondants qui avaient reçu au moins une dose de vaccin. Et en l'occurrence, la question est, avez-vous noté des différences entre les réponses des personnes vaccinées vs non vaccinées ? Oui, alors c'est une question intéressante et sur laquelle je pense qu'on aimerait avoir un peu plus d'études et de retours. Ce qu'on a observé, nous, à ce niveau-là, c'est principalement des différences, et tu me dis, Chantal, hein, si tu confirmes, c'est principalement des différences sur le fait d'être allé dans les bars et les restaurants. Les personnes qui sont plus vaccinées se déclarent aller plus souvent dans les bars et les restaurants. Également, se sont sentis plus à l'aise. Ce sont des critères, hein, des questions qu'on a posées. Donc, plus à l'aise dans leurs interactions sociales. Et elles ont aussi réalisé plus d'interactions avec leurs proches. En revanche, sur les habitudes de consommation, la quantité, la fréquence, le type d'achat, là, les différences étaient assez faibles. Donc voilà, la différence de la vaccination est plutôt en termes d'interaction avec les proches et hors du domicile. Voilà. Je n'entends pas d'autres questions. Je ne pense pas, mais n'hésitez pas si vous en avez. Parfait. Écoutez, pour finir, peut-être vous partager les chiffres des vacances afin de vous inspirer pour l'été. Sachez qu'on a 56% des Français qui comptent partir en vacances cet été. C'est beaucoup plus que lors du sondage précédent de mars, puisqu'on n'avait que 32% des Français qui avaient déjà leur projet pour l'été. Donc là, on passe à 52,6%. Il reste encore un peu de travail à faire pour convaincre et inspirer. Et autre fait intéressant, on le disait en conclusion tout à l'heure, 80% des Français vont rester en France. Donc rien d'exotique, même s'il y a des paysages fort sympathiques en France. Et 40% prévoient de louer une maison, 32% d'aller en camping. Donc là aussi, sans doute en termes de courses réalisées par les Français, les consommateurs, on va rester sur du fait maison ou des plats préparés. Mais donc, il y aura une majorité de personnes qui vont continuer à faire leurs courses pendant l'été. Et donc, charge aux marques de continuer à les influencer, à les inspirer grâce à leurs partenaires pour rentrer dans le caddie qu'on voit à l'écran. Et bien voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt chez Shopmium, sur Shopmium. Et puis évidemment, ce midi, rendez-vous avec Liebig pour se restaurer au chaud avec une bonne soupe, François. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.